un débat sur les questions européennes, parce qu'il y a bien évidemment un marché européen du VO. Et la question posée est de deux natures. La première, c'est, dans un salon professionnel, c'est que pourraient apporter les professionnels aux attentes du consommateur européen. Et on a pris un axe, qui est l'axe franco-espagnol. Quelles seraient les vertus d'une action menée entre la France et l'Espagne et la France pour démontrer que le marché européen peut se construire. Pour ce faire, nous avons des invités, puisque ce séminaire a été organisé sous l'égide du SEGA, que Joël Bernard, son président, va nous présenter très brièvement maintenant, accompagné de Bernard Lick, qui est le directeur général du SECRA. Le SECRA, c'est le représentant de la distribution européenne automobile auprès des instances de Bruxelles. C'est notre organisme de défense et aussi d'action. La présence de Fernando Lopez, qui est le directeur général du JIPA. Le JIPA, c'est, pour moi en tous les cas, le premier et le meilleur organisme qui connaît le marché de la pièce détachée, de la prévente et surtout des consommateurs en Europe et dans le monde. On sera également assisté par la présence de notre ami César Sanz-Boutillo, qui est vice-président du SEGA, mais qui est aussi le créateur d'un réseau en Espagne qui s'appelle Fixcar. Donc on apprécie le dynamisme et toujours le réalisme de César. Il sera accompagné de notre ami Robert Bassol, avec qui les premières relations franco-espagnoles ont été créées il y a déjà pas mal d'années. Merci Robert, qui est agent automobile également. Et de Christian Lepin, qui est le responsable de l'international chez Solware et qui fera également office de traducteur anglais-français, français-anglais. Ça sera mieux que si c'est moi qui le fais. Voilà, merci beaucoup. Joël, si tu peux nous présenter en quelques mots le SEGA. Donc le SEGA, c'est une association européenne qui a été créée il y a maintenant 10 ans. Nous avons réuni les principaux groupements français, les groupements espagnols, des groupements italiens et portugais. Et nous avons créé cette association qui nous permet d'avoir des relations entre tous ces pays. De plus, nous avons adhéré au SECRA, dont le directeur général est à côté de moi. Le SECRA, c'est le Conseil européen c'est le Conseil européen du commerce et de la réparation automobile. Et comme c'est la seule instance qui est reconnue à Bruxelles, et nous sommes les seuls agents représentés au sein du SECRA. Voilà, rapidement. Alors, je voulais juste, peut-être Christian, je te laisserai la parole, à moins qu'il y ait des anglophones dans l'assistance. Ce qui est très important, c'est que le Conseil européen des agents regroupe les agents de marque automobile. Avec cette valeur de la compétence et du sérieux représenté par les marques, mais aussi ils ont surtout un atout, c'est celui de la proximité avec le client. Et si le titre de nos débats, c'est qu'est-ce que le consommateur attend de ce type d'approche par les professionnels, ben, je pense que les agents sont particulièrement bien positionnés pour aborder le client et la vision de la marque. Avant de commencer, j'aurais demandé à Fernando de nous faire un petit brief rapide sur l'état de l'art en Europe. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le marché? Quels sont les écarts, les différences? Et en quoi ça pourrait alimenter notre réflexion? Merci Fernando. Merci. I'm sorry I don't speak French, so it should be done in English. So I need the presentation that is coming. You choose. Okay, so the first thing is to figure out how many second-hand cars are running in Europe. As you see in the top of the slide, we have almost 100 million cars sold in second hands. So in some countries, it's really big number of second-hand cars. As you see in France, we have 21 million running car park, bought in some time of the period a second-hand used car. In Spain, we have roughly 9 million of cars. If we go to Germany, it's more than 30 million, 30.6 million of cars that had been bought at second hands. If we see the percentage in France is 21% of the total running car park, circulating car park, has been bought at second hand, or the weight of the French market is 21% of the total value of the European second hand parks.
If you see Germany, Germany is more or less 1/3 of the total used cars circulating in Europe is based in Germany. If you zoom everything on the slide, you arrive to more than 100 millions used cars. So really it's a business for automotive and for after sale, as we will see in the next slides. Looking at the weight, how is the interpretation of this slide? For the total running car park, for the total circulating car park that we have in each country, how many of them have been bought as used car? If we go to France, for example, for 100 car running, circulating, 65% of them have been bought as used car. So 2/3 of the total running car park in France has been bought as used car. It's not bought as new, has been bought as used car. So it's different behavior, different type of customer, different behavior in the after sales, different behavior in the treatment of the car, and different behavior in the thinking on the relationship with the car. If you see, we have two countries, Spain and Italy, with totally different behavior. In Spain and in Italy, we love the car, and we don't want to change the car. So we keep the car a long time inside of the family. So if we see, for example, Spain and France, in France, with the car is 4 years old, 50% have been bought new and 50% have been bought used car. In Spain, to have this balance, 50 and 50, we need to go to the year 13, 1-3, 4 in France and 13 in Spain. So it's really a different behavior, or the relationship with the car is totally different in Italy and Spain than in France. It's growing, as you see, in all countries, it's growing, the used car. It's a booming. So it's growing and growing and growing and growing. In general, in average, we have 2/3 of the total car park in Europe have been bought a used car. Oh. If I take the example of Spain, how is the profile of the used car bought or running in Spain? As you see, it's very old cars. It's 14 years old. 45% of them has more than 50 years. It's really very old car. And we have a lot of second hands with a lot of kilometers in the odometers and a lot of years. It's an aging part. In comparison with France, in Spain is 14.5 years old, and in France is 11.3. So it's younger car park in France. The annual kilometer is the same in Spain as the new car or the total car park. So we don't have a different behavior of the use. A used car and a new car is more or less the same behavior. The use of the car is more or less the same in Spain. And in the odometer is close to 200,000 kilometers in the odometer. For the after-sales point of view, it's a car with a very big potential because it's a lot of kilometers in the odometers. Where the cars are bought in Spain is between owners. It's private market, totally private. You see, 60% of the total transaction is done by private, driver to driver. If we go to professional channels and we see OE dealers and sub-dealers, so OE net, is only 60% of the total second-hand sold is sold in the OE dealers, and losing market share. So in Spain, it's mainly private relation. And finally, if we cross the after-sales with the type of cars, it's not really difficult to understand. We take cars between 3 and 5 years old. And we see if this car had been bought in the OE dealer, how is the market share in the after-sales? It's 38. 3 to 5 years old, but this car has been bought outside of the OE dealers. The market share for the after-sale is only 16%. Cars from 6 to 8 bought inside of the OE dealers, market share of the after-sale is 26. Cars 6 to 8 bought outside of the OE dealers, the market share is nothing, it's 6.8. So you see, it's the correlation between after-sales and the way you buy this used car. In other words, if the OE dealers want to increase the after-sales market, they need to sell used cars because it has a direct effect in the after-sales. Okay? So in few words, we figure out how is the second-hand market in Europe.
Okay? Thank you for your attention. Thank you so much, Fernando. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que globalement, il y a des différences d'un pays à l'autre, mais le nombre de kilomètres parcourus est assez similaire. Et grosso modo, 60% à 70% des transactions se font toujours de particulier à particulier. C'est bien la preuve qu'en Europe, sous des formes différentes, il y a réellement un marché à prendre. Et on verra au fil de l'eau pourquoi et comment les professionnels peuvent s'accaparer ce marché qui finalement est leur marché naturel. Thank you so much. Je vais poser la question à Bernard avant qu'il ne parte pour aller vaquer à d'autres réunions diverses. On a un peu préparé sommairement cette petite réunion. D'un côté, il y a un sujet politique qui me turlupine un petit peu, c'est les États et la Commission poussent au renouvellement plus rapide et à l'obsolescence programmée, cette fois-ci, des véhicules automobiles. C'est le contraire dans les machines à laver. Les constructeurs, eux, mettent une pression forte pour renouveler le parc et vendre des voitures neuves. C'est après tout leur métier. Est-ce que tout ça est vraiment compatible avec les attentes du consommateur européen? J'ai cru comprendre qu'il y avait une étude européenne sur le consumer qui dit que le VO, c'est finalement le dernier de la classe dans la perception positive du consommateur. La deuxième question, c'est est-ce que les réglementations ne sont pas trop contraignantes? Quel pourrait être le dénominateur commun? Je sais que vous travaillez sur un sujet sur le compteur kilométrique, un truc tout bête. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, Bernard, s'il vous plaît? Donc effectivement, au niveau de Bruxelles, les choses ne sont pas toujours évidentes à comprendre au niveau européen. Et c'est vrai qu'il y a des normes d'émission qui sont de plus en plus drastiques. Ce n'est pas une demande des constructeurs, hein, c'est une demande claire des instances européennes. Et les constructeurs ont dit plusieurs fois à la Commission, vous nous mettez dans des difficultés parce que vous nous imposez des contraintes énormes que d'autres parties du monde n'ont pas ou n'ont pas encore à respecter. À ça, la Commission européenne répond que c'est souvent un avantage compétitif qu'ils auront puisqu'ils ont été poussés à s'améliorer par rapport au reste du monde. C'est évidemment un beau débat. Ce qui est un fait, c'est qu'on voit de plus en plus, et en particulier dans des villes, une prohibition notamment des véhicules diesel et des véhicules diesel pas si anciens que ça, puisqu'on remonte quand même avec les normes Euro, ça va très vite. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Ça fait suite au scandale Volkswagen, mais c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu au départ. Effectivement, il y a des pays comme la France et mon pays, la Belgique en particulier, où on a beaucoup encouragé l'utilisation du diesel en disant que c'était une technologie favorable, moins de consommation, plus de fiabilité, etc. Et maintenant, les personnes qui ont acheté ces véhicules, la plupart du temps, vont devoir les changer après un certain nombre d'années, mais beaucoup plus vite qu'elles ne le pensaient. Le second volet de votre question, c'est plutôt tout ce qui est étude de la Commission européenne sur l'image et la perception du secteur VO. Attention, c'est l'image selon les consommateurs. Et la Commission fait effectivement une fois par an une étude qui s'appelle les scoreboards. Et c'est une analyse de 51 marchés, donc pas seulement le VO, il y a le VN aussi, il y a les carburants, les véhicules de leasing, le financement, donc il y a beaucoup de secteurs liés à l'automobile, mais il y en a un en particulier qui a le plus mauvais score, année après année, et c'est le secteur du VO. Pourquoi, si on demande à ceux qui sont ici spontanément, quelles raisons donneriez-vous pour une si mauvaise image du VO? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Sinon, je vais répondre moi. Probablement qu'il y a une grosse partie de l'explication qui réside dans la falsification, la manipulation des compteurs kilométriques. Et quand un acheteur est confronté à de telles pratiques, alors ces pratiques émanent tant des professionnels que des consommateurs. Hein, ce n'est pas seulement les professionnels qui en sont responsables, mais il est évident que la personne en question perd toute sa confiance dans le vendeur. Et donc nous estimons au niveau du SECRA, donc le Conseil européen du commerce et de la réparation automobile, qu'on doit s'attaquer à cette image du secteur et on doit défendre les professionnels honnêtes, c'est-à-dire ceux qui ne se lancent pas dans ces pratiques. Alors il y a des solutions très faciles, vous l'avez mentionné. Il y a une solution qui existe aux Pays-Bas et une autre en Belgique qui est similaire, et c'est la piste des bases de données. En Belgique, vous avez la base de données CarPass. CarPass, c'est simplement une ASBL, et les professionnels qui interviennent sur un véhicule, que ce soit pour changer un pneu,
pour réparer le véhicule, pour faire des interventions en carrosserie ou des simples entretiens, sont obligés de répercuter le kilométrage à la base de données Carpass. C'est très facile, ça se fait en 2 minutes par ordinateur. Et quand vous achetez un véhicule en tant que particulier en Belgique, vous allez recevoir, en plus de votre attestation du contrôle technique, vous allez recevoir l'attestation Carpass qui permet de voir que le kilométrage est dans ce sens-là et qu'il n'y a pas eu de manipulation du compteur. C'est très facile, ça ne coûte rien du tout, c'est 7 € l'attestation Carpass. C'est une ASBL qui a été mise en place par le gouvernement, mais avec le secteur automobile. Et c'est ce que nous encourageons tous nos membres, on a 37 associations au SECRA, à faire dans leurs différents États membres pour qu'enfin la Commission fasse une consolidation européenne de ces différentes bases de données. Voilà. Ça voudrait dire que dans l'exemplarité franco-espagnole qu'on essaie d'élaborer aujourd'hui, on pourrait déjà commencer par ça? Absolument, c'est quelque chose de très concret et la France est en train d'y travailler avec le système Istovec qui est un pas dans la bonne direction certainement. Il y a des choses que Carpass a et qu'Istovec n'a pas et vice-versa. Hein. Mais donc c'est une piste qui est tout à fait à creuser et moi j'encourage beaucoup l'Espagne à aller dans ce sens-là, l'Espagne et bien sûr les autres pays européens, c'est clair. Alors, j'avais une autre question un peu dans la mouvance de la première. C'est on a assisté en France à une espèce de révolte autour du car bashing et qui a provoqué l'histoire des Gilets jaunes. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, in fine, avoir en Europe un mouvement des voitures jaunes, puisque les gens, on les oblige à changer leur véhicule? Et dans cette étude, est-ce qu'il y a un ras-le-bol européen constaté ou finalement les choses avancent à leur vitesse? Alors, la dernière étude remonte déjà à plusieurs mois, donc je pense qu'il n'y a pas encore de corrélation par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Mais je pense effectivement que c'est quelque chose qui pourrait intervenir dans les prochaines études, un certain ras-le-bol des consommateurs. Encore une fois, je suis bien placé pour le savoir. J'ai l'exemple dans ma famille. On a acheté un véhicule diesel il y a quelques années. C'est un véhicule qui a très peu de kilomètres et qui ne pourra plus circuler dans mon pays, en tout cas dans une des 3 régions, qui est la région bruxelloise, à partir de 2021, c'est-à-dire après 11 ans. Ce véhicule n'est pas du tout pour être mené à la casse, c'est vraiment une sorte de gabegie, vraiment c'est le mot que j'emploierais, et c'est quelque part très frustrant bien sûr pour les consommateurs, mais c'est aussi quelque part quelque chose de non environnemental puisque vous produisez un véhicule, il est toujours parfaitement à même de rouler et vous, quelque part, vous l'obligez à aller à la casse ou alors à l'exportation. Mais à l'exportation, les pays vont de plus en plus augmenter les critères, donc vous n'aurez plus tellement de pays où vous pourrez l'exporter non plus. Oui, d'un autre côté, on pourrait effectivement à l'infini aborder ces sujets-là, parce que si vous déplacez la pollution d'Europe en Afrique, vous n'avez pas réglé le problème de la pollution. Et puis c'est pas du tout légitime non plus de le faire, mais effectivement, et il y a beaucoup de pays en Afrique qui refusent, et à juste titre, de devenir les poubelles de l'Europe. Hein, donc, Christian Lepin, que je vais interroger sur le sujet nord-africain et Afrique, puisque Solware est le leader du marché des DMS, connaît bien ce marché-là. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? Parce que finalement, l'Europe, il n'y a que la Méditerranée à traverser. Oui, alors, en effet, alors, juste peut-être que fait le DMS dans ce débat? Je pense que c'est très important qu'on soit là aujourd'hui parce que le DMS est quand même un agrégateur de données et ces données sont importantes. Solware Auto est effectivement présent en Afrique, comme le dit Patrick, mais on est aussi présent en Europe depuis cette année et avec Bernard, on a parlé effectivement de Carpass, de National Autopass dans ces pays. Et les interfaces avec les DMS existent. Et récupérer ces informations dans un DMS pour donner une réelle valeur à l'information et une plus grande valeur au véhicule et une confiance au client final, c'est aussi un des objets de la valeur qu'on peut apporter avec notre DMS. Bien entendu, en Afrique, puisqu'on pose la question sur l'Afrique, le VO, c'est quelque chose de très particulier. Alors, c'est du VO importé, qui est une chose qui n'est pas contrôlée aujourd'hui par ces éléments Carpass, etc. Les cross-country. En Afrique et particulièrement au Maghreb, c'est quelque chose qui arrive. On participe, nous, régulièrement à des projets de mise en œuvre de plateformes VO, principalement chez les importateurs, puisque autant le marché de la reprise de véhicules en Europe, c'est quelque chose qui nourrit
la plateforme de vente VN. Ça n'existe absolument pas au Maghreb, en Afrique. C'est du particulier à particulier. Et une fois qu'on a vendu sa voiture, on va aller acheter une voiture neuve. Mais c'est quelque chose qui se met en place, qui se structure, souvent piloté par les grands constructeurs Peugeot, Renault, qui sont très fortement présents dans ces régions. Merci Christian pour cet éclairage un peu méditerranéen, mais ça veut dire qu'il y a aussi des ouvertures pour les Français, les Espagnols, les Italiens pour aller traverser la Méditerranée. J'avais une petite question à l'attention de Fernando. Quel impact va avoir sur le aftermarket si le marché des automobiles rajeunit? So the potential business is going to be in used car because if the new registration drop, the second hand is going to grow. So the percentage of the running car park used car is going to increase. So the main potential of the after sale is going to come from the second hand cars. Oui, en fait, ce qui est important, le marché du VO, plus le marché du VO va augmenter, c'est une réelle opportunité pour les garagistes puisque ça va renforcer leur position. Et aujourd'hui, un agent ou les acteurs du marché de la prévente sont là pour fidéliser et ils sont locaux, ils sont la proximité et c'est ce que recherche le client final et particulièrement avoir une confiance dans un réseau qui a une marque réputée. Voilà, bon, donc sur cet aspect du problème, je voulais écouter César pour avoir son point de vue compte tenu de l'originalité espagnole par rapport à un parc vieillissant, ou du moins dont le cycle de renouvellement n'est pas du tout le même que celui qu'on constate en France. Bueno, bonjour. Sí. Perdón por que no puedo hablar en francés, hablo en español, me traduce. Sí. Il s'excuse parce qu'il ne peut pas parler en français, mais on va faire la traduction. Mira, ponemos aquí. Ok. Sí. Entonces, España tiene un parque muy antiguo, lo acaban de decir, 14 años de media. Il dit qu'en Espagne, il y a un parc beaucoup plus vieux qu'ailleurs, il a plus de 14 ans de vieillesse. Nosotros, los servicios oficiales en España, somos aproximadamente 1000 servicios. Il y a uniquement 1000 réparateurs agréés en Espagne. Il y a beaucoup de réparateurs indépendants. La différence entre l'Espagne, par exemple, et la France, c'est qu'il y a très peu d'agents, très peu de réparateurs agréés et beaucoup d'indépendants. Pero la ventaja es que estamos todos unidos. Dentro de un grupo de trabajo, de una asociación, estamos todas las marcas de servicios oficiales unidos. Y estamos desarrollando un portal para la venta de vehículos usados. Donc il dit qu'ils sont que 1000 réparateurs agréés, mais ils sont très unis. C'est-à-dire que peu importe la marque, ils représentent à peu près 12 marques de véhicules, mais ils sont très unis entre eux. Ils ne regardent pas si tu es Peugeot, Renault, Nissan ou autre chose. Ce qui est important, c'est de rester unis et de pouvoir travailler ensemble. Hemos desarrollado un portal de vehículos usados para vender estos coches con un nombre propio, con una imagen común, con servicios de garantía en toda España, en todo el territorio nacional, y trasladando al cliente la confianza de que está comprando un vehículo en una red de servicios oficiales. Il dit que sur les véhicules d'occasion, par contre, eux, ils ont une charte, justement, comme ils sont que 1000 services officiels, ils ont une charte qui explique à tous et qui donne confiance à tous les acheteurs qu'en fait, les véhicules sont réellement dans le kilométrage et qui sont réellement... ils peuvent compter dessus lorsqu'ils achètent un véhicule dans un service officiel. Para nosotros la rentabilidad del negocio claramente está en el vehículo usado en estos momentos. Es el vehículo que más margen deja en la venta del coche y paralelamente lo que estamos trabajando es en conectar todos estos vehículos a través de un acuerdo con Santander Consumer Finance y con una compañía de seguros que se llama Caser. ¿Vale? Vamos a regalar a todos los clientes que nos compran vehículos usados un dongle, que es un sistema de conexión OVD, que nos permite gestionar luego un marketing predictivo en la postventa a la hora de... Voilà. Alors ce qu'il est tenté d'expliquer, c'est qu'ils sont en train de mettre en place tout un système sur la branche OBD en fait, du véhicule, c'est-à-dire de pouvoir connecter tous ces véhicules et tous ces véhicules qui vont être vendus par les réparateurs agréés
auront un suivi dans lequel il sera facile de pouvoir les repérer, de pouvoir les conduire. Además, el portal tiene una parte interna, privada, para que todos los vehículos que comercializan los 1000 servicios oficiales en España puedan ser vendidos entre ellos a la hora de poder ofrecer esos coches a todos los clientes. Voilà, c'est qu'en fait, donc, ce qui les intéresse à eux, c'est si un véhicule, par exemple, est à Barcelone, un autre est à Séville, la même personne, lorsqu'elle s'en va, si elle va vivre ailleurs, eh bien, elle va retrouver toute l'historique, elle va retrouver tout, et donc ça les intéresse. Ils sont en train de créer tout un réseau comme ça, avec une banque et une assurance. Juste une question à Bernard avant qu'on puisse vous permettre de partir. Est-ce qu'il y a d'autres... Moi, je trouve l'attitude de l'Espagnol en général très exemplaire. C'est-à-dire, face à la crise, elle a su faire face. C'est le premier exemple. Et deuxième, ils sont les acteurs qui disent l'union fait la force. Et ça n'existe pas toujours en France, notamment. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans d'autres pays que vous pourriez connaître où la distribution est organisée comme César l'évoque aujourd'hui? Comme je l'ai dit là tout à l'heure, le SECRA a 37 associations, donc on en a un peu dans tous les pays. Par exemple, en Espagne, on en a deux associations qui adhèrent au SECRA. En France, on a le CNPA, qui est une grosse association. Donc ça dépend très fort d'un pays à l'autre. Il y a parfois des petits pays avec plusieurs associations et à l'inverse, des très grands pays avec une seule. Mais en général, effectivement, nous, on a les représentants des concessionnaires réparateurs, aussi bien les réparateurs agréés que les indépendants, et bien sûr les agents qui sont membres via le SEGA au niveau du SECRA. Je pense que dans la plupart des pays, il y a de telles associations. C'est assez souvent, je dirais, la date de création, c'est parfois dépendant d'un pays à l'autre, mais la plupart ont leurs représentants au niveau national. D'accord. Bernard, merci. On va vous permettre de repartir un peu plus tôt. Je vais demander à Laurence Duprier, qui est secrétaire général du groupement des agents Peugeot. Donc on a vu à l'instant qu'il y avait des instances européennes qui travaillaient à essayer de réguler les choses dans la difficulté, dans la douleur du contexte européen. On a quand même vu que le consommateur était assez inquiet par rapport à l'offre du marché européen. On a quand même vu que dès qu'on s'organise un petit peu comme le fait César en Espagne, ça marche mieux. Et je voulais demander à Laurence, qui aujourd'hui représente le GAP, le groupement des agents Peugeot en France, que j'apprécie aussi beaucoup parce qu'il est à valeur d'exemple, y compris dans la dynamique du VO. Donc Laurence, si tu pouvais nous parler un peu du GAP. Et c'est en partant de l'idée qu'effectivement les réseaux d'agents doivent rechercher une nouvelle source de rentabilité qu'on s'est penché sur cette question et notamment sur l'idée d'une autonomie qu'il fallait nous rechercher en interne. Notre présidente a lancé cette idée et a demandé à son équipe de réfléchir à ce type de développement. Et aujourd'hui, effectivement, le VO est une source pour nous future de rentabilité. Les bénévoles se sont réunis et ont créé un portail qui permet à un nouvel agent de pouvoir constituer une activité VO pas à pas. Alors quand je dis pas à pas, c'est bien le terme parce qu'il y a une partie législation qu'il faut connaître et je pense que c'est ce qui fait peur au démarrage. Et puis ensuite, il y a la partie technique, c'est-à-dire le sourcing, où aller chercher l'approvisionnement. Mais ça passe par le transport des véhicules, ça passe par tous les outils de diffusion. Et on a créé ce portail à la disposition de nos adhérents pour pouvoir créer cette activité. Mais c'est aussi pour faciliter le développement de ceux qui en font déjà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une expérience qui est très, 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 très intéressante chez nous parce qu'on s'aperçoit qu'elle est très demandée. Et on a rencontré très, très récemment un non-adhérent encore qui nous a dit « Mais ce que vous faites, c'est extraordinaire parce que moi, je recherche les informations sur tous les sites internet possibles et imaginables et pourtant je m'y connais et vous avez rassemblé tout ça sur un même portail, je vais gagner beaucoup de temps
Et bien sûr, comme dans toute association de bénévoles, vous avez des bénévoles qui donnent de leur temps pour leurs collègues et qui vont être accompagnants de ces personnes. Alors, je dois dire que dans la petite histoire du GAP, ça a été le premier groupement qui s'est un peu opposé au sens noble du terme à son constructeur en créant son premier site réseauoccasion.com. Je me rappelle de sa naissance, ça remonte à quelques années, où le directeur de l'époque était très offusqué qu'un groupement d'agents ait pu prendre des dispositions. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas dans la relation avec le constructeur? Non, parce que le constructeur a besoin aussi de son réseau pour pouvoir construire ce maillage local auprès des clients. Donc je pense qu'il y a une évolution et effectivement, on a certainement boosté un peu le constructeur dans le domaine, comme on le fait dans d'autres domaines également, mais on a tout à gagner à travailler ensemble. Alors, je voulais juste parler 2 secondes d'Univers VO parce que finalement, on s'aperçoit que les intérêts se rejoignent ou que les réflexions se rejoignent. On a créé à Univers VO à travers une petite organisation complémentaire qui s'appelle le Club, ce qu'on appelle la boîte à outils VO, autrement dit, auquel le GAP est bien évidemment invité en disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de point de vue collaboratif pour trouver les sujets qui vont permettre à chacun d'avancer à son rythme. Un distributeur va gérer des volumes économiques importants et du coup va avoir des gestions de stock. Un petit agent va vouloir essayer de trouver de quoi vendre quelques dizaines de VO de plus par an, etc. Donc ça aussi, c'est ce qu'on constate ici autour d'Univers VO, un contexte qui est et qui permet de travailler en collaboration, en commun, pour faire avancer, j'allais dire, le business de l'activité VO. Pour mémoire, je rappelle quand même que 7 clients sur 10 en France n'achètent pas leur VO chez les professionnels. On parle souvent de problèmes de croissance marché. La croissance, elle passe devant les garages. Donc je voulais soutenir toujours cette action du GAP qui fait des choses. Voilà, il faut avancer et par l'expérience, Alors, toujours. ça veut dire que si on prend l'Union fait la force et l'organisation syndicale cohérente qu'on trouve en Espagne, avec les outils que peuvent faire le GAP, est-ce qu'ensemble, on ne pourrait pas créer un axe vertueux? En fait, pour créer cette action, en fait, on a toujours essayé de créer cette action-là. Pour une petite histoire, le groupement des agents Peugeot était à ses débuts réparti par région. La mienne étant le pourtour méditerranéen, on dépendait de l'ADR de Marseille et j'ai de suite, habitant Perpignan à 30 km de la frontière, j'ai de suite réussi à rentrer en contact avec la SOAP, qui est le groupement d'association des automobiles Peugeot en Espagne. Et on a réussi ensemble déjà à commencer à créer ce réseau. Et c'est la suite de ce réseau-là qui après est devenu national des deux côtés et qui est devenu maintenant international avec tous les réseaux de multimarques que nous connaissons. Et c'est pour ça qu'on est là tous ensemble pour représenter le réseau européen des occasions. Ce qui nous intéresse à nous, j'en parlais tout à l'heure avec César, je parle en son nom, j'espère qu'il ne me contredira pas, mais tant que je parle français, il ne me comprend pas, donc ça va bien. je lui dis qu'on a besoin d'être ensemble et ils ont un réel problème. Par exemple, en Espagne, ils vendent beaucoup de neufs, vous l'avez vu sur le tableau tout à l'heure, et beaucoup moins d'occasions. Donc, ces occasions-là, pourquoi ne pas en faire profiter le marché français ou belge ou autre, peu importe, de pouvoir récupérer ces véhicules et pouvoir les revendre en Espagne en gardant cette vertu qu'ont les Espagnols dans leur réseau, c'est-à-dire de garder réellement, garantir le kilométrage, garantir le suivi du véhicule. Ça, c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas si tu veux decir una cosa. Nosotros en España realmente las asociaciones que trabajamos allí, el objetivo fundamental es que crear herramientas para que los servicios oficiales ganen dinero. Este es el objetivo. Leur objectif à eux dans ce réseau qu'ils ont créé, en fait, c'est de réussir à gagner de l'argent. Parce que l'intérêt quand même pour toute entreprise, quelle qu'elle soit, ce n'est pas uniquement de se faire plaisir, c'est quand même de pouvoir...
faire circuler leurs véhicules, de pouvoir les vendre et les revendre et pouvoir en vivre correctement. Oui, mais est-ce que par exemple, les Espagnols, ils ont des voitures. Je fais à l'envers. On va imaginer qu'en Espagne, on puisse commencer à vendre des véhicules qui ont entre 6 et 8 ans. On va donner cette courbe. L'approvisionnement n'existe pas, puisque quelque part, ils ont un parc vieillissant. Qu'est-ce qui empêche les Espagnols de faire un accord avec les agents français pour acheter des véhicules de bonne nature? Pour prendre cet exemple concret. Vosotros que no tenéis estos coches de 6 horas que podéis comprar a nosotros coches. Claro, el problema de los mercados franceses y español son las diferencias de precio. La diferencia de precio. Il dit que le marché espagnol et français, par exemple, pour l'instant, le gros problème, c'est souvent la différence de prix. Los servicios oficiales en Francia, muchos vienen a comprar a España porque es más barato. Beaucoup de Français viennent en fait acheter en Espagne parce que le prix est plus bas et pour eux, Espagnols, c'est plus compliqué d'acheter en Espagne. Ce qui est l'inverse pour des constructions, par exemple. Quand on fait des constructions, les constructeurs espagnols dans le bâtiment construisent moins cher en France, alors que là, sur les véhicules, c'est l'inverse. C'est nous autres qui allons chercher les véhicules en Espagne. Para nosotros es muy difícil comprar coches en Francia porque son más caros. Voilà, pour eux, c'est plus difficile parce qu'ils sont trop chers en France. Donc on dit le point d'entrée, c'est l'aspect économique. L'aspect économique qui est le point d'entrée, ce qu'il disait tout à l'heure. Ce qui nous intéresse, c'est de gagner de l'argent, c'est pas en perdre. Lo que sí que podemos compartir son las herramientas que tenemos desarrolladas en España. Es decir, que el portal del VO que está en España, que se llama Cucar, pueda ser utilizado por los servicios oficiales en Francia con la misma marca para vender esos coches. Sus coches. En fait, ce qui les intéresserait beaucoup, c'est qu'en fait, les services officiels qu'ils ont puissent vendre leurs propres véhicules sans devoir passer par des centrales d'achat et de pouvoir, parce qu'eux, ils ont ce problème, c'est que souvent, c'est des centrales d'achat qui rachètent les véhicules et qui les revendent. Ils voudraient bien les revendre directement. La technologie pourrait nous permettre de le faire. Voilà, et la technologie. La idea, Patrick, es que si hemos gastado dinero en España, no haga falta gastarlo en Francia, que esas herramientas las puedan utilizar en Francia con la misma marca, ¿vale? Para su mercado, ¿vale? Evidentemente que luego si trabajamos en un programa de garantía, si un coche francés viene a España podrá ser atendido en garantía en nuestra red en España, y si un coche español VO vendido en España viene a Francia, puede ser atendido también por la red de servicios oficiales en Francia. Il dit que le gros problème aussi, c'est qu'on n'arrive pas encore à harmoniser ces garanties. Par exemple, la garantie en France et la garantie en Espagne n'a pas tout à fait les mêmes points. Et justement, ce serait bien aussi que ce rapprochement davantage pour qu'on puisse nous vendre des véhicules en Espagne et eux les vendre en France avec une garantie européenne. Pour essayer de conclure vers l'exemplarité franco-espagnole, on pourrait dire on s'inspire de l'union qui fait la force avec des actions menées très clairement pour aider les professionnels à aller vers le marché. Et deuxièmement, c'est créer une plateforme digitale commune franco-espagnole. Il faut prendre des projets, hein, Laurence. Et derrière, où tous les consommateurs pourraient se fournir sur cette plateforme en français ou en espagnol à un prix qu'on pourrait rendre intelligent. On va faire ça? Alors on va faire ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.